contact. Tu t'es lancé depuis, si j'ai bien compris, quelque temps, dans un combat contre l'entrisme islamique au sein des entreprises. Est-ce que tu peux m'en dire plus, me dire d'où ça t'est venu et ce que tu fais exactement et pourquoi c'est si important pour toi? Ce n'est pas un combat contre l'entrisme islamique entreprise. Dans ce que je dénonce là, c'est le tabou de l'entrisme islamique entreprise. Et c'est un combat pour remettre en selle les dirigeants et les managers, les directeurs de ressources humaines, les directeurs de clubs sportifs, les présidents d'associations, etc., qui se sont laissés un peu aller dans cet esprit de laisser faire, de pas de cadre, et par conséquence, ont commencé à miner le collectif qu'ils avaient eux-mêmes créé ou contribué à créer. Et ceci au dépend de l'individu. Pour moi, le collectif existe par l'individu et réciproquement. Ce qui fait que dans les ateliers que je fais, indépendamment de l'entrisme islamique, c'est faire en permanence une itération entre le changement de fonctionnement de l'individu avec celui du collectif. Et que chacun y trouve un bienfait. Alors concernant l'entrisme islamique en entreprise, en revenant plus en France en 2017. Tu étais où avant? J'étais plus en Égypte pour le projet du bâton de combat. D'accord. Ok. Et là, j'ai été confronté pendant plusieurs années à l'impact des obligations religieuses islamiques dans la société égyptienne, dans les clubs, dans les écoles, dans les ministères, dans les entreprises. L'impact, je l'ai pesé, ça pèse 30% de pertes économiques. En mesurant tous les effets. Et donc, quand je suis revenu, on va tourner sur la droite. Voilà, je fais le tour. Okay. Et quand je suis revenu en France, plus en France, ici, et j'ai rencontré les dirigeants, et j'ai découvert, j'étais pas là pendant Bataclan, Charlie Hebdo, les carnages, j'étais là-bas, j'observais ça de là-bas, et les Égyptiens me disaient, vous êtes fous, comment vous avez laissé rentrer tous ces gens-là, etc. Donc, j'ai pas vécu le traumatisme ici. Par contre, en revenant, j'ai vu dans quel état d'embarras, de gêne, de traumatisme étaient les dirigeants. Et comment, par peur, par un tas de choses, par idéologie, par un tas de naïveté, d'ignorance, de peur, de paresse, on peut faire la liste là, ils ont cédé, ils ont laissé faire, ils laissent faire, et petit à petit, l'application et l'affichage des obligations religieuses islamiques en entreprise, donc ça n'a rien à faire là-dedans, s'installer. Mais attends, je t'arrête un instant. Ça s'incarnait comment? Qu'est-ce qu'il y avait notamment comme pratique qui prenait de l'ampleur et qui minait vraiment potentiellement un collectif? Ça commence de manière tout à fait anodine. On est ensemble. Là, et donc, si le musulman dit, le salarié, moi je veux prendre des crevettes parce qu'ici c'est pas halal. Donc là, il vient d'afficher. Je répète, je prends des crevettes parce qu'ici ce n'est pas halal. Il vient de faire un affichage. Et il vient de glisser une des obligations, qui est je ne mange que halal. Et petit à petit, c'est d'autres affichages, d'autres pratiques qui se traduisent par une revendication pour une salle de prière, pour le vendredi, la réunion du vendredi, pour les projets, etc. C'est pas de réunion vendredi. Pourquoi? Parce que j'ai l'obligation pour aller, etc. Et petit à petit, les salariés, sous l'impulsion d'un militant, parce que la majorité des salariés musulmans en entreprise ne veulent pas entendre parler de prière ou d'obligations religieuses en entreprise. Ouais. Ok, ça, il faut que ce soit clair. C'est une minorité de militants qui impulsent en utilisant tel ou tel vecteur, par exemple le voile, par exemple etc. Pour faire quoi? Pour progressivement rassembler et forcer la main aux autres salariés musulmans, leur forcer la main. Il y a un harcèlement intra-musulman dans les entreprises, pour appliquer les obligations, aussi pour la zakat qui est la collecte de l'aumône. Donc il y a ce harcèlement intra-musulman et amener à constituer une communauté musulmane dans une fonction, dans un service, comme c'est le cas dans des entreprises où progressivement les bureaux ont été communautarisés et petit à petit, à ce moment-là, on passe à... Ça, c'était la deuxième étape. La constitution le regroupement, c'est la deuxième étape. La première, c'était l'affichage individuel. Et la troisième, une fois qu'on a regroupé, qu'on a suffisamment de poids, à travers les syndicats, par exemple, à travers la CGT notamment, à travers les syndicats, à ce moment-là, on applique les valeurs. On applique les valeurs. Par exemple, on force une direction à renoncer à la promotion d'une femme au poste de manager. Ah oui, tu l'as constaté. Constaté, mesuré. Ok, les femmes sont exclues par tout simplement déni ou par
mépris, hein, par mépris. On ne répond pas. Le CSE hein, par exemple, ce qui remplace les comités d'entreprise et les comités donc, économiques au sein de l'entreprise, se réunissent avec la direction et les représentants du personnel. Les représentants du personnel et les syndicats sont de plus en plus pris par des militants islamiques. Tout simplement parce qu'il y a un manque d'adhérents dans ces organisations syndicales. Il y a un appel d'air dans lequel s'engouffrent les militants islamiques parce que c'est une aubaine de pouvoir dialoguer, discuter d'égal à égal avec le dirigeant. Et donc voilà, on se retrouve avec des CSE et des organismes d'instances comme ça dans l'entreprise qui sont dominés par ces activistes et qui poussent dehors les femmes. Donc les DRH femmes chez les transporteurs, elles disparaissent des CSE. Donc le renoncement à la promotion d'une femme manager, dans une entité qui dépend du ministère de la Culture, c'est quand même très fort, hein, du ministère de la Culture. Donc il y a une régression du fait de l'imposition de ces valeurs, ça c'est la troisième étape, avec aussi, j'ai vu dans une entreprise où le dirigeant a été forcé de réaligner son calendrier fiscal, hein, de réunion et fiscal, sur le calendrier lunaire islamique, pour les vacances, pour les clôtures fiscales, pour toutes les opérations qui sont nécessaires. J'ai l'impression que ça peut faire partie de la tactique islamiste, frères musulmans, je ne suis pas expert, hein, que de demander au départ des petites choses. Et puis voilà, y aller progressivement, quoi. Oui, cette tactique, elle a 14 siècles d'expérience. Hein. Ouais. Alors ici, avec les 68 qui est passé, cette naïveté, cette ouverture, on a à peu près 0 année d'expérience. Hein. Ma question, c'est est-ce qu'on risque pas, je sais que c'est quelque chose qui parfois peut me faire peur, en interdisant, au nom du collectif, mais en interdisant ce qui pourrait passer pour des broutilles, pas de réunion, ou en tout cas des trucs ajustables, pas de réunion le vendredi, en interdisant d'avoir une bouffe halal, etc. Est-ce qu'on risque pas d'alimenter ce sentiment qui existe chez un paquet de musulmans en France, à tort et à raison, mais beaucoup à raison, on ne veut pas de nous, on ne veut pas de notre religion, on est contre notre religion, ou bien on est contre nous parce qu'on est arabe. Est-ce qu'on risque pas d'en jeter plus dans les bras des islamistes qui donneraient le sentiment d'être les seuls à les écouter ? Ça fait partie de la victimisation, fait partie de la stratégie. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Mais ce que tu as appelé de mineurs, ou je ne sais plus le terme, broutilles, là, petit à petit, et même lourdement, ça impacte les plannings et le fonctionnement du collectif. Hein. Ouais. C'est-à-dire que pour la prière et pour les ablutions, quand on respecte strictement le dogme islamique, ça coûte 20-25 minutes par prière. Ici, il y a 5 obligations par jour. Il y en a 2 qui rentrent dans les horaires de travail en général. Hein. Même le militant sait qu'il peut regrouper ses prières en dehors de l'espace de travail. Mais s'il les applique, c'est à dessein. Ouais. Et à ce moment-là, ça coûte à l'entreprise 1 heure de travail. Et quand l'inspecteur de travail dit effectivement assimiler ça à une pause clope, je lui dis non, la pause clope, ça coûte tant de minutes. La pause prière, ça coûte tant. On est plutôt dans l'heure et quelques. Plus, ça impacte directement le fonctionnement du collectif. Et ça installe un climat délétère parce qu'il y a, comme on dit chez Renault, les anti-pour et les pro-contre. Ok. Et voilà. Et donc, on passe son temps à débattre, à dire on est pour, on est d'accord, et on ne fait pas son travail. Donc, ça dévie. Le manager passe son temps à gérer tout ça. Et il est dans cette tension. Donc, il y a une déviation, non seulement au niveau du temps, mais au niveau de l'énergie et au niveau de la relation. Il y a une perte de confiance dans la relation entre intersalariés. Et donc, ce que j'avais mesuré en Égypte en termes de coût uniquement de temps, 30%. Okay. Là-bas, comme ils sont la plupart musulmans, ils se surveillent qui applique pas, etc. Ici, c'est encore plus clivant. Ouais. Donc les 2 attitudes actuellement des managers et dans l'entreprise, elles sont soit c'est non, j'interdis, donc c'est la confrontation, soit c'est on va laisser faire, etc. Mais quand on voit dans le détail ces 2 attitudes, elles finissent par cliver, elles finissent par générer un climat. Et ça dégrade la productivité, l'attractivité de l'entreprise, ça dégrade la pérennité de l'entreprise. Hein. Ce n'est pas des broutilles, Charles, je suis désolé. Non, tout à fait. On arrête là juste. Maintenant, ce que je préconise, c'est ni la confrontation, ni le laisser-faire, ni les arrangements. C'est la voie du management. De faire quoi? La pédagogie du projet. Si le projet d'entreprise ou le projet du club sportif n'est pas suffisamment motivant et mobilisateur, aux dirigeants et aux managers de se remettre en cause. Maintenant, s'il l'est et qu'il y a des minorités qui commencent à obstruer, la question est simple, c'est quel est votre projet
nous avons ce projet. Est-ce Voilà. que notre projet vous intéresse? Si vous voulez imposer votre projet ou le forcer, il n'est pas compatible avec le projet du club ou le projet de l'association ou le projet d'entreprise. Donc allez trouver un autre endroit où c'est compatible, il n'y a pas de problème. Donc, Et les DRH savent négocier les sorties, il n'y a Ouais. pas de problème.